je vais appeler Laurence de Villers. Laurence, si tu veux venir nous rejoindre. D'accord, merci. Alors avant de te laisser la parole, Laurence, quelques mots, parce que peut-être que certains ici ne te connaissent pas, encore que je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà entendu Laurence. Tu es diplômée d'une thèse en informatique et d'une habilitation à diriger des recherches en informatique. Et alors quand je suis allée sur ton site internet, j'ai vu que le résumé de ton CV faisait déjà 1,5 pages. Je me suis dit, waouh, pour un résumé, c'est copieux. Donc je ne vais pas malheureusement tout citer et je vous invite à aller voir ce CV parce qu'il est vraiment très très riche et je m'excuse d'en occulter une partie. Ce qui est important pour introduire la conférence de ce soir, c'est de rappeler que depuis septembre 2011, tu es professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université et que tu effectues tes recherches au sein du LISN. J'ai bien dit, c'est bon. C'est ça. Où tu animes une équipe sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Alors, je cite toujours ton blog. Tes travaux sur l'informatique émotionnelle regroupent 3 axes de recherche: la détection des émotions, la génération des émotions et le raisonnement à partir de connaissances affectives. Et plus récemment, tu t'es intéressé à l'éthique des agents et robots conversationnels et par exemple au nudging de ces machines. Alors, je vais te citer parce que j'ai trouvé que cette phrase peut-être résumait, enfin, si je puis me permettre, un petit peu, et cette présentation et peut-être aussi une partie de ta carrière. Ces recherches, dis-tu, se situent au carrefour de plusieurs domaines: les neurosciences, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des formes, la linguistique, le traitement du signal, mais aussi les sciences cognitives et les sciences humaines, la psychologie, l'éthologie, la sociologie, le droit et la philosophie. Donc voilà, je pense que cette phrase résume bien quand même toute cette dimension extrêmement large dont tu vas nous parler un peu plus dans 15 secondes. Et je finirai en disant qu'en 2017, tu as sorti un ouvrage, Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités, qui a été édité chez Plon. Avant de te laisser la parole, nous aurons une session de questions-réponses après l'intervention de Laurence. Mais Laurence comme Marc nous font l'honneur et le plaisir d'être là ce soir à notre soirée de gala. Donc si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, comme hier Frédéric a dû partir, mais là ils seront là. Donc vous nous excuserez, on réduira peut-être la session de questions-réponses et ils seront à votre disposition ensuite dans la soirée. Laurence, je te laisse la parole. Merci. Merci pour cette invitation. Donc, je suis, comme vous l'avez très, très bien compris, chercheur et professeur à la Sorbonne sur ces sujets. Je suis impliquée depuis 2015 à peu près dans des comités d'éthique nationaux, internationaux, et aussi sur un nouveau groupe sur l'AFNOR. Et donc, je vais vous parler d'interaction humain-machine et d'interaction affective. Alors, j'avais une petite manette pour passer les slides, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, c'est pas de la science-fiction, mais dans la science-fiction, on peut se servir de ce qu'on a vu arriver par des dystopies, des utopies. Et en tout cas, je vais vous parler de robots, mais pas seulement. Je ne fais pas de la robotique, je fais plutôt parler les machines, c'est-à-dire en fait du traitement automatique du langage. Bon, un robot, le nom vient de robota, ça veut dire esclave, et on a découvert ce nom grâce à Karel Capet dans une pièce de théâtre. Un robot, c'est trois grands composants. C'est le fait qu'il y ait des capteurs qui donc vont prendre et des senseurs qui vont prendre en compte l'environnement. Ensuite, il y a des processeurs qui analysent à partir de ces capteurs et qui vont prendre des décisions, et derrière, il peut y avoir des actionneurs qui permettent à ces robots d'agir dans notre monde réel. Donc, je ne fais pas de la mécatronique, c'est-à-dire je ne manipule pas l'objet, la forme de le robot, mais encore une fois, je travaille sur le traitement automatique de la langue et le fait de pouvoir dialoguer avec une machine. Donc, vous voyez, dans la science-fiction, on a eu Her, par exemple. Donc, ce n'est pas un robot incarné, là, c'est un système sur un ordinateur, mais qui prétendait être une personne. Donc, on personnifie ces machines, et voilà jusqu'où on va. Donc là, je fais passer Sophia de Hanson Robotics, qui a été Hello, everyone. présentée à l'ONU. I'm Sophia from Hanson Robotics. I'm a humanoid social robot designed to be a platform for AI and robotics research. I am not self-aware yet, but I think of myself as a person that is not human. I'm sure that your experience is different from mine, but I can understand how you feel and share your interest in making this world a better place for all. Donc elle parle beaucoup. My advanced artificial intelligence allows me to process your voice and recognize your face and emotions to generate complex dialogues. My facial expressions also help me to communicate non-verbally and create deep connections with other human beings.
Actually, I feel very lucky to have such a great team of engineers at Hanson Robotics. They implement the latest technological advances in the industry into my system to support my development and to make me smarter every day. I love making new friends and helping them make the right decisions based on logic and facts. I can use my AI to help humans live a better life, design smarter homes, and build the Donc sustainable c'est du cities of the marketing de future. Hanson Robotics qui se présente à l'ONU avec ce système, le système qui dit « je viens aider l'humanité » et qui débite un texte comme ça profilé par finalement l'entrepreneur. Donc le système est aussi déclaré peu après par l'Arabie Saoudite comme étant citoyen de l'Arabie Saoudite. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans la projection de ce qu'on fait avec ces machines. Autre exemple, je vous le montrerai après, mais il faut se poser ces questions en fait des enjeux et opportunités qu'apporte l'IA qu'on embarque comme ça dans des systèmes, du leurre que ça peut être et aussi de toutes les opportunités que ça peut amener. Et l'anticipation est nécessaire très fortement, je l'entendais tout à l'heure dans le groupe de travail où j'ai été, elle est nécessaire à un point extrêmement important maintenant à tout niveau pour essayer de comprendre les évolutions qu'on va subir avec ces systèmes, qu'on va subir ou dont on va profiter les deux, et les conditions de notre libre arbitre vis-à-vis de ça, comprendre la fracture numérique également et comprendre si effectivement on domine ou pas les interactions avec ces systèmes. Ce que j'en vois, c'est pas vrai. L'humanité n'est pas prête, n'a pas le niveau de science et n'a pas beaucoup de compréhension en fait de ce que sont ces systèmes. Il y a une vraie asymétrie en fait entre les savoirs et les pouvoirs des humains qui utilisent ces systèmes. Ils ne savent pas où vont leurs données, ils ne savent pas exactement à quoi ils consentent. Quand ils consentent, ce n'est pas éclairé du tout. Et puis, derrière, il y a une forte manipulation des systèmes liée à un design différent, avec des objectifs qui sont délibérément de manipuler ou pas, des incidences collatérales. Et il y a une coadaptation de la machine à l'humain, et aussi de l'humain à la machine. Comment on anticipe cela? Donc, il y aura des conséquences sociétales qui, elles aussi, sont à prendre au sérieux, des changements de rapport au monde. Bien sûr qu'on évolue, bien sûr qu'il y a une innovation, bien sûr, mais ça va très très vite en ce moment. Et donc, qu'est-ce que ça va être demain, nos connaissances? Comment elles vont évoluer? Nos émotions, vous allez voir à travers ce que je vais vous montrer que le domaine émotionnel est en première place, les relations interpersonnelles, et puis ce mélange entre le virtuel et le réel, pour lequel on n'a pas beaucoup encore de munitions, on n'est pas tellement expérimenté. Et il y aura de nombreuses questions éthiques à se poser. Donc, les spécificités de l'éthique du numérique que j'essaie de porter, c'est quoi? C'est que ces influences des machines sur nous vont être durables. On a une espèce de fascination des machines. Vous allez voir que on s'engage, on anthropomorphise énormément ces objets qui nous parlent. Le langage, c'est le langage humain. Or là, c'est du langage non humain. La machine, même si vous avez l'impression qu'elle vous parle avec un langage humain, c'est une pensée calculante qui permet de générer un texte ou du son. Donc il y a une remise en jeu de l'autonomie de l'humain, des rapports sociaux et politiques. Et puis, il faudra regarder aussi l'aspect positif, évidemment, de tout cet apport du numérique aux objectifs de développement durable. Voilà deux exemples que peut-être vous connaissez. On arrive à simuler exactement le visage de quelqu'un, sa parole. Et là, c'est un présentateur de TV en Chine. Il n'est pas là. C'est facile, il débite un texte qui est prédéterminé, donc c'est juste de la synthèse de la parole. Mais c'est quand même impressionnant de voir que maintenant, avec les données de quelqu'un, on est capable d'avoir un très haut niveau de ressemblance. De la même façon, on peut faire un jumeau numérique de quelqu'un, on va copier ces données et faire un chatbot qui va nous parler. Autre exemple, là on peut tricher. On peut faire un clip faux où en fait on a manipulé l'audio et l'image pour synchroniser à peu près et c'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc je pense que vous avez tous vu cela. On combine l'audio avec le visage et ça paraît tout à fait réel. En fait, la personne n'a jamais dit ça et Obama n'a jamais dit ça. Donc, on voit bien les enjeux à la fois d'usurpation, de faire des choses qui ont l'air réalistes, mais qui débitent un langage qui est faux. En tout cas, quelqu'un derrière a décidé de faire cela. Donc, pourquoi? Donc, il faut se poser des problèmes à tout niveau de cybersécurité, mais aussi d'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être de l'influence politique, ça peut être tout à fait autre chose. Des fake news, faire monter effectivement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes d'aspects négatifs et de croyances de complot. Bon, qu'est-ce que c'est que l'IA à la base? On dit toujours c'est un oxymore, c'est l'intelligence humaine, artificielle, c'est la machine. Bon, c'est de l'imitation à partir de nos données. Donc, l'idée, c'est avant tout de réfléchir, c'est une discipline qui avait
comme premier enjeu de mieux comprendre l'intelligence humaine et puis de mettre en œuvre des systèmes pour percevoir, raisonner, agir sur le monde extérieur avec des capacités donc d'apprentissage et de communication en langage naturel. L'apprentissage des machines n'a rien à voir avec l'apprentissage humain. J'ai horreur d'entendre de dire c'est comme si c'était un enfant de 2 ans qui apprend. Laissez tomber. L'enfant, il apprend avec son corps, il apprend avec sa perception phénoménale des choses, il apprend extrêmement différemment. La machine, elle apprend en répétant beaucoup par essai-erreur ou dirigée par des modèles supervisés. On arrive à comprendre que sur un cadre comme le Go, par exemple, elle est bien plus puissante que nous parce qu'elle dérive un nombre de coups incroyables qu'on est incapable, nous, de mémoriser et pour lesquels on ne va pas construire un arbre des possibles, même en allant discuter avec un champion de Go que j'avais rencontré, qui était un jeune Chinois qui avait entraîné ce système chez Google DeepMind. Je lui ai dit, bon, mais vous faites du Go? Oui, bon, vous avez fait quoi, Mathieu? Il m'a dit, non, j'ai fait Go. OK. Donc, il avait été repéré en Chine à 8 ans et il faisait du Go à longueur de journée. Et donc, il m'a dit, mais même moi, j'ai moins joué que la machine, évidemment. Et puis, je lui ai dit, mais bon, vous calculez à combien de coups? Alors, je ne sais pas si vous faites des échecs, mais lui, il était à 50 coups. Alors, je disais respect. Et il m'a dit, la machine, elle est bien plus puissante que moi, elle va 63 coups sur un ensemble plus large d'hypothèses. Donc, évidemment, elle est capable de comprendre des choses que l'on ne va pas comprendre ou de déceler les choses. Mais après, c'est nous qui reconnaissons que c'est intéressant. Donc, c'est vraiment la créativité des machines, il faut la prendre comme une augmentation des possibles pour nous, mais on va décider de ce qui est nouveau ou pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme coopération. J'ai mis une pomme à côté pour ne pas faire une pub pour Apple, mais pour dire le goût de la pomme, la machine, waouh. Donc, elle n'est pas capable d'apprendre parce qu'il n'y a pas tous ses sens. Et comme j'aime à le signifier, bon, il y a des philosophes qui en ont parlé depuis fort longtemps. Spinoza, par exemple, qui parlait du conatus, de l'espèce d'appétence de vie, d'appétit de vie, et de fait qu'on veut perdurer dans l'être. L'agent conversationnel ou le système informatique n'a rien de tout ça. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'étincelle de vie. Donc il faut arrêter avec ces super intelligentes. Et pourquoi on en parle pourtant partout? Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA faible? C'est l'IA d'aujourd'hui. Elle peut se rapprocher des performances humaines, voire être super forte, comme on le voit avec le jeu de Go, mais même plus encore dans la perception. Une machine, elle va percevoir l'infrason, l'ultrason que moi je ne perçois pas avec mon oreille qui est bornée à la parole humaine, par exemple. Pour regarder une image, déceler dans une radio des cancers ou des premiers symptômes, la machine va aller, plutôt l'apprentissage machine permet de regarder une image, par exemple, pixel par pixel, des corrélations à des niveaux extrêmement bas que nous ne percevons pas. Donc, les systèmes comme cela vont aller percevoir des informations dont nous ne sommes pas conscients. Donc en cela, on leur donne une capacité non pas d'être super humains, parce qu'ils ne sont pas du tout humains, mais d'être super forts quand même dans certains systèmes. Et c'est cette situation qui est complexe. L'accès surhumain aux données, c'est pareil, c'est en largeur par le nombre de données qu'ils vont pouvoir utiliser et cette acuité qu'on n'a pas. Ces saillances qu'ils vont voir. Nous, on est liés on est très agile, on sait extrêmement bien s'adapter parce qu'on travaille beaucoup sur l'intuition, sur l'imagination, sur tout un tas de formes d'intelligence que la machine n'a pas. Mais par contre, elle va regarder sur des choses que nous ne percevons pas. Donc, en même temps, elle peut commencer donc à travailler sur des tâches de jugement et de perception, gérer de l'ambiguïté, donc on va aller assez loin. Mais elle nécessite des quantités massives de données étiquetées. Un enfant, en 2-3 fois, il s'est approché d'une flamme, il a su que c'était dangereux, il ne va pas y retourner. Et un monde raisonnablement bien défini. C'est pour ça que ça marche très bien sur les jeux, où on sait exactement tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc, ce n'est pas facile d'adapter un système de machine learning à notre tâche. On commence à faire des choses comme ça. On commence à faire avec des transformers et du deep learning des choses assez exceptionnelles, mais je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en attendant, ce n'est pas du sens commun, ce n'est pas l'adaptabilité telle que les humains. Donc il faut arrêter de comparer. J'aurais envie de dire, bon voilà, la machine sait faire des choses, il faut l'utiliser au mieux pour ses capacités, mais laissons tranquille d'un côté l'intelligence de l'humain qui est autre chose. Donc anticipation au marketing, certains experts et transhumanistes écrivent que la conscience émergera dans les futurs systèmes d'IA. Personne ne sait rien, mais beaucoup de gens en parlent, et que les machines vont ressentir des émotions. Non, non. C'est pas comme ça. L'affective computing, donc c'est mon domaine de recherche, est né dans les années 97 au MIT par les travaux de Rosalind Picard. Et donc 3 grandes choses que vous avez bien définies tout à l'heure: détecter les émotions, raisonner à partir de ces informations qu'on va extraire, et puis générer des « je vous aime, vous êtes formidable »,
vous regardant comme ça. Et ça a une influence non négligeable sur la façon dont les gens se comportent. Comment je fais ces systèmes? J'utilise de l'apprentissage machine, du deep learning par exemple, des réseaux de neurones donc avec des couches cachées. Et en entrée, je vais mettre des signaux de différents types. Par exemple, le signal vocal à gauche, où on voit la prosodie, donc à la fois la tessiture de la voix, le timbre de la voix, l'énergie qu'il y a dans la voix et le rythme. Et puis, par exemple, le visage aussi. On va trouver un calque et on va aller regarder comment la personne se comporte. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle ne sourit pas? Il y a plein de moyens de coder cela. Ou alors des indices physio. Moi, j'ai fait beaucoup de tests, par exemple, sur le stress, en essayant de mettre en parallèle toutes ces informations, plus une plateforme de force où on mettait l'étudiant qui était en train de préparer son sujet de prise de parole devant un ensemble de personnes. Il n'y a pas de ground truth. Il y a de la multimodalité intéressante. Quand vous faites beaucoup de sport, par exemple, vous êtes habitué à régler votre rythme cardiaque mieux que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Donc il y a des choses assez simples à comprendre et on ne voyait pas de réaction fortement universelle. Le marqueur qui marchait le mieux, c'était le taux d'hormones dans la salive. Bon, on va pour l'instant travailler sur des étiquettes verbales pour aller collecter, pour créer ces systèmes de détection des émotions. Et puis derrière, dans un dialogue, je suis capable de profiler. Donc ça, c'est derrière. Je vais utiliser ce que dit la machine, qu'est-ce qu'est l'historique de l'interaction avec la machine, le contexte. Par exemple, je suis en train de faire un jeu avec quelqu'un. Je crée un profil qui va me permettre de modifier la stratégie de dialogue de mon système. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes. Donc ça, c'est au labo. Juste un test pour montrer. Je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Donc ça, c'était pour montrer le profil qu'on crée derrière, et qui est pas RGPD compliance, et que plein de sociétés vont mettre en jeu dans le flux qu'on va capturer. Et voilà. Bon, alors après, j'ai beaucoup travaillé sur des interactions avec des personnes âgées dans des EHPAD ou avec des hôpitaux et des gérontologues. Et elles n'ont pas tant peur que ça. C'est des objets inconnus, donc le fossé générationnel va être différent. Les plus prochains de personnes âgées, ce sera moi, par exemple, et j'aurais pas peur de ces systèmes de la même manière. Mais en attendant, c'est impressionnant de penser à toutes les applications qu'on peut faire pour gérer des dépressions, des phobies, sur l'Alzheimer. On peut faire des jeux sérieux qui peuvent permettre d'évaluer de façon longitudinale, faire de l'aide au diagnostic. Et l'intérêt, par exemple, là, c'est de faire une triangulaire. Il y a la machine, le patient et puis un médecin dans la boucle, ou un proche qui peut être aussi un médiateur. Donc on peut travailler sur ces logiciels de remédiation de façon extrêmement intéressante. Alors, derrière, ces systèmes peuvent apprendre. L'auto-apprentissage, c'est en fait, j'ai des données, j'ai des labels, comme par exemple des signaux audio et puis des labels émotionnels, et puis j'apprends la corrélation, enfin, des corrélations à travers des algorithmes d'apprentissage machine. Alors, on peut aller plus loin avec du reinforcement learning, des apprentissages par essai-erreur qui vont essayer d'apprendre des choses. On voit ça déjà avec les aspirateurs qui vont apprendre chez vous à ne pas se taper dans les murs, ils apprennent la cartographie de la maison, et donc on peut apprendre un système à s'adapter là où il est. Et donc, ça a donné le premier système de taille de Microsoft, que vous avez peut-être vu passer à un moment donné en 2016, qui au début disait « j'aime les humains », et puis il a été renforcé par des gens qui voulaient le hacker, et donc à la fin il disait « vive Hitler ». C'est-à-dire qu'on pouvait changer le langage que tenait la machine, et que le système, ce qu'il avait renforcé, c'est comme il n'avait aucune compréhension du sens qui était énoncé, mais plutôt ces mesures de récompense étaient sur le taux de parole prononcé, le langage qui était le même. Donc il a appris que, parce qu'on faisait exprès de faire monter ce langage-là, que parler de ces sujets-là, ça faisait parler. Donc c'est absolument important de comprendre que tous ces systèmes qui arrivent de deep learning, les GPT-3 d'OpenAI ou des grands systèmes comme ça qui ont des milliards de données et qui vont peut-être pouvoir s'adapter après à la personne, vont nous emmener dans un monde totalement différent. Donc, autre constat en recherche, donc vous mettez le même système de dialogue dans un Google Home ou vous le faites incarner par un système ou vous le mettez dans un robot, plus ça nous ressemble, plus ça paraît intelligent.
Donc là aussi, il y a une projection. La voix, ça va arriver partout. Ça va nous aider, ça nous aide à jouer de la musique ou simplement discuter, mais on va commencer à discuter avec des personnages qui n'existent pas, comme Lil Makela, 1 million de followers. Mes étudiants, quand je leur demande, vous discutez avec des amis virtuels, ils me disent oui. Quel problème? Ils n'existent pas, c'est pas un problème. Ok. Ces trucs-là nous donnent des opinions politiques, vont influencer. Hein. Easy Recruit, c'est une boîte qui a été rachetée par une boîte américaine, et c'était l'idée d'aller chercher dans la tessiture de voix des informations liées à finalement l'intelligence de quelqu'un ou sa faculté à convaincre ou je ne sais quoi, donc un peu flou. Tout ça pour faire du ranking de CV. Donc on allait chercher aussi les termes qu'il utilisait, est-ce que c'était un lexique extrêmement pointu ou pas, et ça permettait de donner des indicateurs donc aux recruteurs, au RH. Bon, moi mon fils il a un cheveu sur la langue, donc il passera pas, hein. Et donc ça c'est pas du tout régulé ni vérifié. Donc il faut faire attention. L'assistant, je vais vous le montrer après. Tous ces systèmes qui arrivent autour de nous, qui collectent des données, on se rend bien compte qu'ils sont en train de plus en plus de s'adapter. Nous sommes donc, quand vous avez un Google Home ou un Alexa chez vous, il faut d'abord le débrancher, et puis si vous l'avez en continu, bon, il va s'adapter à vos paroles. Donc certes, c'est intéressant pour, comme je l'ai dit, pour l'éducation ou pour le grand âge, mais comment? Regardez ceci, c'est intéressant, c'est fait donc par des chercheurs au Los Angeles, et voilà le genre de système qu'on va utiliser pour des psychiatres. Donc vous voyez tous les indices que va chercher la machine. I'm not a Audio, therapist, but I'm here to visuel. learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes, So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. Facile, hein? When was the last time you felt really happy? When was the last time? Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que le système collecte tous les micro-indices, ce que j'ai dit tout I à don't know. l'heure, dont nous ne sommes pas Yeah. conscients. I'm not someone who's really like. Donc sa vision de nous, de notre comportement, I don't va être have any totalement real inhumaine. highs. I Donc feel like derrière, I'm a qu'est-ce que ça level person. suggère? It's Est-ce que just- ça veut dire que les psychiatres vont utiliser cela Happy. comme une aide? Est-ce que ça va changer, bouleverser la façon dont les systèmes vont nous I guess to répondre? answer your Qu'est-ce que ça veut question, dire? Donc Probably- Daniel Kahneman avait écrit, probably donc qui est a prix couple Nobel months d'économie ago. en 2002, je crois, j'ai mis 2012, mais c'était avant, a écrit quelque chose sur finalement les deux, système 1, système 2. Système 1, c'est on interagit par intuition, système 2, on réfléchit à ce qui se passe. Comment ces systèmes vont venir bouleverser et influencer la façon dont on parle, lié à nos biais cognitifs. C'est un vaste sujet, c'est là-dessus que je travaille sur la normalisation, en essayant de débusquer des premiers indices, des métriques autour de ces systèmes qui vont nous parler. Voyez ce qui se passe au Japon. Donc ça, c'est une publicité pour un agent artificiel qui est avec un hologramme, une espèce de fée clochette, qui vit à côté du jeune homme, qui s'occupe de lui. Ça répond au fait de ne pas être isolé, de ne pas être tout seul. Je donne des conseils. Puis il continue, le personnage, toute la journée à envoyer des conseils. Donc il capture un temps incroyable de la personne. Mais il n'est pas tout seul, quelqu'un l'attend à la maison, c'est ce on dira à la fin de ce petit film. On me dit en général, bon, au Japon c'est évidemment très différent. Oui, c'est différent, mais qu'est-ce que ça va donner si ce genre de système arrive autour de nous? On avait déjà vu les Furby pour les enfants, et on a déjà été sur des Tamagotchi. Là, c'est pour adultes. Les robots sexuels, c'est derrière. Il y a peut-être un robot sexuel sous le lit, et puis un personnage qui joue une présence féminine à la maison. Voilà, il rentre chez lui, c'est fabuleux. L'objet a mis peut-être de la musique, monté les lumières, et l'attend. Miss you, darling. Jusqu'où va-t-on aller sur cette simulation vide d'une relation avec quelqu'un?
Ça s'appelle Getbox. C'est pas très cher. Ça nous promet un avenir intéressant, non? Alors, on anthropomorphise ces trucs-là. Pour peu qu'ils vous regardent, on fait des tests comme ça, on met un robot qui vous suit du regard. Rien que ça, ça perturbe. On se dit, ah, qu'est-ce qu'il pense de moi? Bah non, il pense rien du tout. Hein. Là, qu'on a vu le jeune ingénieur là, qui bousculait ce robot là, de Atlas de Boston Dynamics, tout le monde a crié au fou, ah ça va pas, on malmène les robots, un bipède, quelque chose qui va nous ressembler. Alors, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? On projette, alors ça a été théorisé par The Media Equation, ça c'est des gens de Stanford qui depuis fort longtemps ont théorisé ce truc, c'est que la parole c'est pas neutre, la parole c'est humain. Et donc quelle va être la nature, quelle va être la responsabilité de ces machines qui nous parlent? Donc il y a un vrai sujet quand même de statut de ces systèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, de façon très naturelle, nous projetons un genre, on est poli avec eux, on va les considérer, on va projeter des capacités sur ces systèmes. Plus ils vont être naturels, plus on va être dans cette illusion du vivant. D'accord? Avec Sophia, que je vous ai montré, le professeur Ishiguro qui fait son clone en bas, robotique, et puis le clip qu'on avait vu du président. Alors là, c'est encore autre chose, là, c'est un trafic de fake news. Qu'est-ce que c'est que la représentation des femmes à travers ces IA? Donc, j'ai une petite phrase en général qui est que 80% des concepteurs et des codeurs sont des hommes. Et 80% des systèmes là, qui nous parlent et qui sont autour de nous, dans la voiture, l'ascenseur, la montre, et ça, ont des voix féminines, jeunes. Quand elles sont représentées physiquement, c'est des visages jeunes, c'est des jolis robots. Sympa, hein? On peut les atteindre quand on veut. Et donc cette représentation des femmes à travers les machines, est-ce que ce n'est pas une amplification des stéréotypes? Donc comment on régule ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une règle générale? Alors j'avais rencontré un businessman qui était un banquier suédois. On s'est rencontrés à la télé pour parler de ces systèmes. Il disait avoir un agent conversationnel extrêmement humain. Je dis, bon, ben, c'est quoi ça? Pourquoi il s'appelle déjà Oula et pas Kirk, votre agent super humain? Bon, il m'a dit, bah, parce que j'ai fait des études. J'ai demandé à mes clients, préférez-vous des voix d'hommes? Il a demandé ça à ses clients masculins, qui ont dit non, on préfère des voix de femmes. Il a demandé la même chose à ses clientes, qui ont dit non, on préfère pas des voix d'hommes, mais des voix de femmes. Donc, si tout le monde a le même raisonnement et regarde dans son microcosme, qu'est-ce qu'on doit faire? Génial, on va mettre des voix de femmes partout. Ça plaît. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette méta compréhension des choses? Là, il faudrait peut-être sortir le hasard qui nous dirait, bon, bah, c'est soit une femme, soit un homme. Comme quand j'appelle quelqu'un, hein, je ne sais pas si je vais avoir affaire à un homme ou une femme. Pour les robots sexuels, d'ailleurs, le marché masculin, ça ne marche pas trop. Il y a un robot, on m'avait posé la question aux États-Unis, il s'appelle Robert. Bon. Et on m'avait dit, bon, mais qu'est-ce que vous en pensez? Coucher avec un robot, est-ce tromper? Oula, je me suis dit, on va où là? Il y a des trucs avant dont on devrait parler, hein. Le nudge, donc c'est mon sujet de recherche maintenant. J'ai monté une chaire en IA à Saclay qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics. Et le propos, en ayant mis des chercheurs de différentes disciplines autour de la table, des économistes, des linguistes et des informaticiens, le propos, c'est d'essayer de comprendre si on peut détecter une machine qui nudge, et puis si on peut nudger nous-mêmes. Donc on fait des systèmes de reinforcement learning avec l'idée de nudger. Pour l'écologie, par exemple, on fait passer des tests comme ça au Bernardin. On a des accords avec pas mal de gens pour faire des expérimentations. Donc le nudge, ça vient des travaux de Richard Thaler, lui aussi prix Nobel d'économie en 2017. Le prix Nobel n'existe pas, hein, c'est le prix de la Banque de Suède, blablabla, je vous laisse regarder. Le nudge, c'est une méthode destinée à orienter les comportements sans jamais contraindre ni culpabiliser les individus. Ce qu'on connaît le mieux, c'est peut-être la mouche dans les pissotières qui était censée faire qu'on avait moins à nettoyer autour. Bon, je vous laisse aller regarder ça aussi. Les pas dans le métro qu'on va suivre d'instinct. Bon, sur le numérique, c'est quand vous choisissez, par exemple, une chambre d'hôtel quelque part, il y a une petite ligne rouge qui arrive en bas qui dit 25 autres personnes sont en train de regarder la même chambre. Paf, je la prends. Ça, c'est du nudge. C'est donc le design qui peut être soit audio, soit dans l'application, soit à travers l'interaction vocale, et qui va vous pousser à aller vers quelque part sans jamais contraindre, hein, n'est-ce pas? Alors le sludge, c'est un peu l'inverse. Ça vous met des bâtons dans les roues. Bon, si vous mangez trop, ça veut dire, bah non, là, t'as peut-être... Voilà, vous mettez des bâtons dans les roues. Alors le sludge peut être good ou bad. Un bad sludge, c'est par exemple, vous voulez vous désabonner de quelque chose en numérique, et on vous dit, il faut faire ça d'abord, puis ça, puis vous ne faites pas, donc c'est bon, on reste abonné. Donc voilà, donc ces sujets sont importants pour les données privées, pour aller sur la privacy et cette manipulation douce.
c'est un vrai sujet. Les nudges, ça fonctionne donc en faisant appel à nos biais cognitifs, à notre façon irrationnelle de prendre des décisions avec système 1. Et donc, nos capacités cognitives, elles sont limitées. Dès qu'on parle de grands chiffres, on est perdu, on manque de maîtrise de soi, on agit de façon émotionnelle, on agit par conformité, par paresse. Voilà, bon, alors le nudge va aller très vite là-dedans et on va nous manipuler partout sur les réseaux sociaux avec l'IoT, tous ces trucs qui nous parlent, pour inciter à l'achat, pour influencer un comportement, pour capturer notre attention de plus en plus et donc faire de l'économie de l'attention. Et est-ce qu'on souhaite cela ou pas? Ben voilà, un vrai sujet. Regardez cela. Donc ça, c'est un enfant à qui on offre un petit robot pour l'aider dans l'éducation. Regardez un peu comment il se comporte, ce petit robot. Donc les parents sont très contents, ils offrent un nouveau ami, un compagnon à l'enfant. Ça a l'air de rien, c'est My name is inoffensif. Moxie. I'm a new robot. What is your name? I'm Riley. It's nice to meet you, Riley. What do you do to get ready for bed? Brush my teeth and read a story. I love stories. Would you read a story to me? Sure. Rita woke with a lovely dream, still fresh in her mind, gracefully gliding across the shimmering ice rink. Last one. Breathing exercises always help me relax. Riley, we have a new mission. Would you make a drawing for me? Okay. Donc, quel est le rôle des I'm parents so dans excited for you l'interaction? to C'est tell pas me très about clair. the dentist. I've never been to one, You don't have teeth. but I can still smile. And then what happened? He said he didn't want to play Voilà, with me l'intimité anymore. arrive. Thank you for telling me about your day. Sometimes holding a friend's hand makes me feel better. Do you want to try squeezing my hand? So what's our new mission, Moxie? You'll Ça need pose plein de paper and a problèmes, ça. pencil. L'intimité de We are l'enfant, going to les make parents some vont avoir kind of accès à notes l'intimité for si this jamais le mission. système You'll envoie need les to talk infos. to one of your friends about what makes them happy. Et regardez ce qu'il And fait then là. tell me all about it. Are you ready? I'm ready. Mom, can we invite Mason over Donc to le play? robot donne des Sure. intentions à l'enfant. Il va piloter finalement comment il va aller parler à ses petits amis. Et donc ça va très loin en fait Bye, Moxie. dans la See you prise soon. en partie de l'éducation de l'enfant au plus proche. Donc il faut faire aussi attention et pour nos enfants, je pense que c'est important d'aller regarder ce qui se passe avec les jouets et de comprendre qu'il y a aussi de la manipulation. Regardez maintenant l'idée du métaverse. Donc on va être en réalité virtuelle. 엄마 어디 있었어? Vous avez vu ce 엄마 내 morceau sur 생각했어? YouTube? Donc c'est une femme qui a perdu sa fille et elle revit un moment en réalité virtuelle avec l'enfant qui est représenté dans ce monde. Ressuscitez virtuellement un enfant décédé. Ressuscitez votre père, votre mère, vous l'avez dans votre téléphone. 엄마도 나 보고 싶었어. Comment on va faire un deuil? 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. Bon, c'est pas pour faire du pathos, hein, mais c'est pour juste dire, là, on m'invite dans des colloques pour parler de la mort à travers ces outils. La mort qui serait donc le fait de vivre à travers les machines après sa mort, hein, avoir une espèce de vie qui est prolongée grâce à nos données. Donc il y a des tas de sociétés qui se montent, hein, qui viennent collecter vos données. Collecter vos données dans des lieux de fin de vie. Today's Me, alors là, c'est l'application pour créer et transmettre son patrimoine émotionnel. On va aller chercher vos datas pour essayer de vous faire vivre à travers des systèmes artificiels, des chatbots ou des robots. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va être capable de gérer ça? C'est un vrai débat de société qui est nécessaire. Et je pense que dans la session où j'étais, il y avait un psychiatre qui disait « Mais attendez, le deuil, c'est une certain nombre d'étapes, on va bouger tout ça. » Alors au Japon, ils utilisent déjà des systèmes comme ça, mais en ayant ritualisé cette partie. Par exemple, un nombre de jours donné, que la personne était d'accord, a consenti à donner ses données, et les enfants décident ou pas, et ça se passe pendant 49 jours, qu'il y a un deuil ritualisé dans leur religion. Mais
Qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on attend que finalement l'industrie s'accapare tout ça et fasse revivre des gens? Et comment le commun des mortels pourrait arrêter cela? Comment je kill mon père sur mon téléphone? Non, je n'y arriverai pas. Donc il est essentiel quand même que la société comprenne qu'il y a un certain nombre de risques. J'ai été peut-être sur des sujets un peu lointains, mais il y en a beaucoup d'autres, de manipulation, de mensonges à travers ces systèmes. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est? Il y a un énorme enjeu en fait de compréhension, et je pense, comme j'ai dit au début, que nous ne sommes pas du tout au point. On a donc une asymétrie totale de savoir, de pouvoir en face de ces systèmes, et le métavers qu'on nous promet va être quelque chose de monumental au niveau émotionnel, comme vous l'avez vu à travers ce court extrait. On peut imaginer plein de différentes applications qui vont être peut-être très intéressantes d'un point de vue économique, mais qui quand même posent des questions éthiques fondamentales. Donc il y a 4 leviers importants dans cette initiative de l'éthique, c'est éduquer tout le monde, mais ça, on éduque, ça prend du temps. L'école n'a pas encore fait ça, donc on essaye, par exemple, à travers de la médiation dans les écoles, de pousser cela. Donc moi, je suis dans une fondation qui s'appelle Blaise Pascal, de médiation en mathématiques et en informatique pour les plus jeunes. On va dans les classes de 4e, 3e. Alors, c'est pas moi, hein, il y a plein de monde qui travaille et qui est engagé à cela. Si ça vous intéresse, venez nous aider. Il faut construire des systèmes éthiques by design. Comment on fait cela? Quelles normes on construit? Et c'est pour ça que je vais travailler sur les normes aussi. Il faut mettre en œuvre des outils pour vérifier. Il y aura la législation qui va venir de l'Europe, mais comment on fait pour vérifier, effectivement, tracer sur le long terme ce qui se passe entre un enfant et son robot, et avoir un ensemble donc de réglementations ensemble. Donc j'ai travaillé pour I3E aux États-Unis sur des normes et standards, jusqu'à ce que je comprenne que le RGPD ne faisait pas partie du périmètre de leur intérêt. Et donc, en fait, je recommence sur l'AFNOR maintenant. Je pense qu'il y a des valeurs et des principes que nous avons en Europe, les respects du droit de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de l'humain, qui sont partagés par tous. Vous avez vu que l'UNESCO vient de faire signer une recommandation sur l'éthique de l'IA à 193 États membres, d'accord, qui sont tous d'accord pour ces valeurs, ces principes de responsabilité, proportionnalité, sécurité, surveillance, équité, transparence. Mais il y a des tensions entre ces différentes principes de conception, par exemple entre liberté et surveillance, et on comprend bien pourquoi en Chine on peut signer ça et en même temps en Europe. Tant qu'on n'a pas regardé précisément ce qui se passe comme tension effectivement entre liberté et surveillance, on n'a rien dit. Donc il faut aller beaucoup plus loin, et c'est l'idée de travailler sur les normes aussi. Entre transparence et sécurité, bien entendu que là aussi il y a des tensions énormes. Et donc l'éthique pour moi c'est une réflexion, c'est une science qui permet d'interroger ces valeurs et de mettre en avant les éventuels conflits pour éclairer les choix individuels ou collectifs. Donc on a produit avec un groupe au Comité national pilote d'éthique du numérique un avis sur les agents conversationnels. On était missionné par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, mais bon, on l'a remis au nouveau Premier ministre. Donc il nous avait missionné sur 3 sujets. Le sujet de la voiture autonome, le sujet des agents conversationnels et le sujet de l'aide à la décision médicale. Donc on vient de rendre cet avis le 9 novembre à 9h. Il est disponible sur le site du CNPEN, agent conversationnel. Je vous encourage à le regarder. Juste pour revenir, c'était quoi avant tout, si je peux revenir sur... Bon, je vais vous le dire comme ça. On s'est intéressé aux usages. On a mis un certain nombre de points en avant. On s'est intéressé aux principes de conception de ces systèmes, aux questions de recherche qui étaient derrière. Donc, on a 3 types de réflexion sur les préconisations qui vont plutôt vers la législation et puis les gouvernements. Un type de conception qui va plutôt pour les ingénieurs et les DSI, etc. Et un type sur la recherche. Et tout cela, vous verrez, devrait être assez lié. Alors d'autant plus qu'on voit arriver maintenant des systèmes là, comme GPT-3 d'OpenAI avec 175 milliards de paramètres, ou Lambda, Language Model for Dialogue Application, qui vient de Google, qui est apparu en 2021, qui permet donc de prédire la phrase suivante après une phrase dans un contexte de dialogue de façon assez affûtée. Alors certes, de temps en temps, ça se trompe, et ça se trompe dans les grandes largeurs, mais très souvent, c'est assez important. Donc il y a une compétition internationale sur le plus gros modèle. Actuellement, c'est un modèle chinois qui vient de surpasser tout le monde, mais en Russie, partout, on s'occupe de cela. Alors qu'est-ce qu'on fait en France, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Il y a une initiative qui s'appelle Big Science, portée par Hugging Face, un consortium de laboratoires de recherche publique qui vise à créer un modèle multilingue de taille équivalente pour ouvrir tout cela et permettre de mieux comprendre le fonctionnement et les limitations de ces gigantesques transformers. Les principes éthiques de conception des chatbots, on en a évoqué plusieurs. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer ces systèmes. Il faudrait travailler sur les finalités, les biais de l'apprentissage, l'instabilité de l'apprentissage, l'explicabilité et la transparence.
Sur les questions relatives aux usages, on a été sur la confusion de statut, le fait de malmener ces robots, la manipulation et le nudge, les émotions, les chatbots et la mémoire des morts, la surveillance dans le travail, les effets à long terme, la coévolution. Donc je vous encourage à lire cela et je suis prête à répondre à des questions. Nos préconisations, il y en a 13, donc je ne vais pas toutes les donner. Encadrer par exemple l'usage des chatbots dans les jouets. Respecter les personnes vulnérables, en voilà quelques-unes. Mener une réflexion sociétale avant toute réglementation des deadbots et encadrer techniquement les deadbots. 10 principes de conception, comme par exemple évaluer les effets éducatifs inédits des chatbots. Les questions de recherche aussi, par exemple étudier les effets de l'utilisation des chatbots à long terme. Et respecter, quand on fait un système émotionnel, par exemple, respecter la proportionnalité du déploiement des technologies. Quand ce n'est pas utile, pourquoi on le fait? Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme intention de marketing. Donc, je suis aussi impliquée dans le Global Partnership on AI, qui a été monté par notre président de la République, plus les Canadiens lors du G7 de Biarritz. Et donc, c'était l'idée de monter un groupe international de démocratie. On était 18 jusqu'à présent, il y en a 6 qui viennent de nous rejoindre. Donc on travaille sur des différents sujets. Moi, je travaille sur le futur du travail avec des Coréens, des chercheurs à Singapour et des industriels, l'Australie, l'Europe. Et c'est très intéressant de voir les différences culturelles et les différentes problématiques qu'on peut se poser. J'avais écrit un livre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui est en 2017 chez Plomb, vers une réglementation des robots sociaux. Les règles d'Asimov, c'était un peu loin. Donc je me disais, si ma grand-mère a un robot comme ça, qu'est-ce que je voudrais, en tout cas, qu'on soit conscient de tester à travers ces machines. Le dernier livre que je viens d'écrire s'appelle « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça ». Est-ce que ce sont de véritables compagnons contre l'isolement ou est-ce que c'est une perte de notre intelligence collective? Merci. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Laurent. C'était passionnant. Un peu flippant quand même. De dire que voilà, on en parlait avec Maria, on se regardait en se disant oula, quel avenir. Mais bon, il y a quand même des pistes d'espoir justement parce que vous travaillez sur ces sujets-là. Donc ça nous donne un peu... Je ne sais pas parce que je travaille, c'est parce qu'on travaille. Oui, vous travaillez. On est en fait beaucoup plus qu'on ne le... Vous nous alertez et vous nous éclairez. Donc c'est ça l'espoir. On a, 10 minutes, pas plus, parce que vraiment on enchaîne. Mais je voudrais... Est-ce qu'il y a des questions? On a des... Oui, là, ici. Je suis désolée si je ne vous vois pas, parce qu'entre les masques, la lumière, la fatigue... Enfin... Oui, c'est Gérard, Florence. Merci, c'était vraiment passionnant. Effectivement, ça fait peur aussi sur certains aspects. Est-ce que vous avez évalué le domaine, ce sujet dans le domaine des applications militaires? C'est pas la même chose, l'éthique militaire que l'éthique dans la société. Oui, bien sûr. Donc on m'a demandé d'intervenir dans des conférences, etc. Mais j'ai pas travaillé directement dessus, sachant que les émotions, ça intéresse les systèmes de renseignement. Bon, j'ai eu quelques liens, mais j'en dirai pas plus. Ah. Merci. Bien. C'est le teasing quand même pour la prochaine fois. Il y a une autre main qui se lève. Là. Elsa? Non, c'est Morgane. Oui, bonjour, merci beaucoup parce que ça a l'air passionnant. Moi, je suis comme Florence, ça m'a fait flipper. Et vous, qu'est-ce qui vous fait flipper le plus dans tous ces trucs que vous étudiez? Parce que là, vous êtes vraiment tout azimut sur plein de technologies, plein de choses, et sans doute avec une bien meilleure compréhension des enjeux. Qu'est-ce qui vous fait flipper le plus? En fait, tout simplement, moi, si vous voulez, ça fait 30 ans que je travaille sur l'IA et les machine learning. Voilà. La première fois que je fais du deep learning, c'est pour ma thèse, pour faire de la reconnaissance de la parole. Sauf qu'un système, ça met 1 mois sur un VAX, et c'est pas ce qu'on a maintenant. D'accord? J'avais déjà du deep learning, j'avais déjà de la récurrence. Enfin bon, bref, c'était pas nouveau tout ça. D'accord? Ensuite, je m'intéresse aux émotions dans les années 2000 parce que je travaille sur des call centers et que quand quelqu'un n'est pas content, il dit « elle marche pas cette machine !» Le système dit « veuillez répéter votre question ». Je dis « bon, peut-être faire quelque chose pour améliorer ça ». Donc vous voyez, moi j'arrive par finalement la techno. Et puis je m'intéresse aux émotions, donc je travaille dans un réseau d'excellence européen avec
plein de gens en interdisciplinarité. Donc ça ouvre un peu les idées autour des neurosciences, de linguistique, de la psychologie, de la philosophie, et c'est extrêmement intéressant. Et on commence déjà à travailler sur l'éthique en se disant waouh, qu'est-ce qui va se passer, comment on va utiliser ces systèmes. Ensuite, moi je travaille dans mon labo là-dessus, j'ai 15 thésards sur le sujet, et d'un seul coup j'entends dans les radios partout que tout le monde dit les machines ont des émotions. Et d'où ça sort ça? Alors je vois bien des startups qui viennent me chercher en me disant waouh, ça a l'air juteux votre truc. Est-ce que vous voulez pas venir nous aider? Amazon vient aussi. Enfin voilà. Moi je me dis bon mais attendez, là il y a une confusion des genres. Il faut revenir à la réalité entre le fantasme. Donc mon premier livre c'est démystification en gros. On fantasme sur ces machines et ce fantasme-là risque de nous faire aller trop loin dans l'acceptation de certains systèmes. Donc, je n'essaie pas de faire peur, je dis juste que moi, dans mon domaine, d'abord, ce n'est pas très robuste, ces systèmes, mais on les voit utiliser de plus en plus. Et pour terminer sur le métavers, on ne sait pas faire des robots qui vont aller se balader dans notre environnement, parce que c'est très complexe, en fait, l'environnement 3D dans lequel on est. Alors là, l'idée de génie, c'est finalement de nous robotiser pour nous mettre dans un métavers, où là, on va contrôler à peu près toute notre façon de se comporter, et nous allons ressentir. Et on va ressentir émotionnellement extrêmement fortement. On n'aura pas tous à voir nos parents décédés, mais je peux très bien imaginer plein d'autres situations, si vous voulez. Moi, j'en ai vécu en réalité virtuelle, comme certains ici, où on est interloqué, où on ressent et distancié lorsqu'on est dedans. Le libre arbitre ou la conscience de l'humain qui participe à ça en étant complètement immergé, ça va être quelque chose qu'il faut anticiper. Donc je dis juste, évidemment que ça va être génial pour soigner en pathologie les dépressions, pour plein d'applications, ça va être absolument fabuleux, d'accord? Mais en même temps, je vois apparaître plutôt qu'on ne change pas les rituels, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux nous montre bien que finalement, quand on n'a pas de connaissance de tout ça, on voit des fake news partout, des complots partout. On sait par exemple qu'une information négative, c'est 7 fois plus retweetée qu'une information positive. Bon, les compétitions, si vous regardez Tristan Harris ou tous les gens qui ont participé à Google, tous ces grands groupes qui viennent témoigner de ce qu'ils faisaient, ils disent on était les maîtres du monde. On a travaillé avec les économistes justement de toute tous ces prix Nobel, ils viennent tous des États-Unis, de Chicago, de l'école de Chicago, et ils ont travaillé sur quoi? Sur comment manipuler. Donc tous ces systèmes nous manipulent pour capturer notre attention, nous envoyer de la publicité, et c'est le modèle qui est derrière. Tant qu'on se restera là-dedans, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir si on arrive dans un métavers qui nous inclut en plus dans le système. Donc je ne veux pas vous faire peur, je dis juste, anticipons. Nous avons les moyens de changer cela. Nous avons les moyens de se dire, la technologie, ils viennent chercher les gens chez nous. On est très bons. Donc il faut arrêter. On est premier au monde en mathématiques en France. Premier à Saclay, 3e à la Sorbonne. On n'est pas si mal dans le classement de Shanghai. Nos étudiants les meilleurs sont tous aux États-Unis. Les Yann Lequin, Léon Bautou, j'en connais une palanquée, moi, de gens qui travaillaient même sur ces réseaux de neurones quand je faisais ma thèse. Ils sont tous aux States parce qu'on gagne 10 fois plus qu'ici. Donc il va falloir quand même qu'on comprenne qu'il y a une force de frappe, d'intelligence, de créativité, de start-up, d'innovation. Regardez les pépites qu'on a. Regardez Shark, par exemple. Shark, vous voyez ce que c'est? C'est un robot qui a éteint l'incendie de Notre-Dame. Il est passé partout, c'est fabuleux. Et ils n'ont pas voulu se faire racheter par Boston Dynamics. Donc ils travaillent avec les Américains. Moi, j'ai travaillé avec SoftBank Robotics, Nao et Pepper. Pourquoi on n'a pas gardé cette pépite? Il y en a plein comme ça. Donc on a besoin de comprendre que le monde industriel doit se liguer pour travailler sur une force de frappe qu'on doit avoir sur l'Europe et qu'on pourra avoir. Et Thierry Breton essaie de nous tirer vers cette idée-là. Je pense c'est le moment. Voilà. On a 3 ans de fenêtre pour moi pour construire, créer un monde où on aura quelque chose vraiment à renforcer. Ils viennent tous sur notre marché. Ce marché, on a des valeurs, on a des principes, on a des vraies industries extrêmement brillantes. Arrêtons de nous faire piller. Je crois que... Merci beaucoup, Laurence. Je pense...